Ouais, bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé Grenoble avec chaque semaine un élu du territoire dont les décisions impactent directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle élue iséroise, Sandrine Nosbet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du QG. Vous êtes depuis le mois de juillet la députée de la 9e circonscription de l'Isère pour la France insoumise. Alors, c'est une circonscription qui s'étend, on le voit sur cette carte, des portes de l'agglomération grenobloise avec Vorep notamment, jusqu'aux frontières de la Drôme, Ponton-Royan, Saint-Marcellin, en passant par Voiron. C'est une circonscription à la fois rurale et urbaine, notamment du côté de la partie grenobloise. Tout à fait, oui. Oui. C'est compliqué de gérer un territoire comme celui-là, maintenant que vous l'appréhendez depuis quelques mois? C'est compliqué. Je pense que ce genre le profil de ce territoire n'est pas non plus... il est commun quelque part sur le territoire français. On a ce genre de même profil. Après, effectivement, c'était surtout... Oui, c'est compliqué sans être compliqué en même temps. En campagne, effectivement, c'est compliqué parce qu'il faut être présent sur tout le territoire et adapter ses modes d'action au profil et à la sociologie du territoire. Effectivement, oui. Alors, vous n'êtes pas une iséroise pure chousse, hein. Vous êtes arrivée à Voiron il y a 3 ans. Vous êtes née et vous avez grandi à La Réunion. Tout à fait. Je suis réunionnaise, native de La Réunion, que j'ai quitté après le baccalauréat pour poursuivre mes études en Hexagone. C'est vrai qu'à l'époque, l'université n'était pas aussi développée que maintenant. Et puis bon, c'était aussi l'occasion de quitter l'île et puis d'aller à vivre des aventures en dehors de l'île. Et puis donc voilà, j'ai fait mes études à Amiens. Après, j'ai fait une interruption puisque j'ai arrêté 1 an pour faire une expérience en Angleterre. Donc j'étais fille au pair pendant 1 an. Et ensuite, j'ai poursuivi dans le cadre du programme Erasmus. Donc encore 1 an en Angleterre. Donc là, j'avais repris mes études. Et puis, je faisais des études de langue étrangère appliquée, donc anglais-allemand. Après la maîtrise, j'ai décidé de partir à ce moment-là, donc après l'Angleterre, donc l'Allemagne, et où je devais rester 1 an. Et puis, je suis restée 5 ans. Et puis je suis revenue en France et j'ai trouvé du travail. J'ai travaillé, enfin voilà. Donc c'est grâce quand même à cette expérience en Allemagne où que j'ai trouvé du boulot. J'ai trouvé un travail donc, dans le Tarn-et-Garonne. Donc je m'étais installée dans le Lot-et-Garonne à ce moment-là. Et puis je suis restée donc 17 ans dans une même entreprise, donc l'entreprise Villeroy-Bock, une entreprise franco-allemande. Vous faisiez quoi comme travail avant d'être députée, justement? Alors avant d'être députée, j'étais gestionnaire de paye. D'accord. Et avant d'être gestionnaire de paye, j'étais responsable RH. Et avant d'être responsable RH, j'étais employé logistique. Voilà, donc j'ai quand même une évolution au sein de cette entreprise franco-allemande. Et puis voilà. Et puis c'est vrai qu'il y a eu une élection en 2022. Et après cette élection, comme j'étais identifiée politiquement, la France insoumise, ça devenait compliqué de retrouver du boulot en tant que responsable RH. Donc je suis revenue à la gestion de paye. Vous gardez des attaches encore avec La Réunion aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ouais. J'ai encore de la famille à La Réunion, oui. Et j'aime bien y retourner quand je peux. Il faut un peu de temps pour ne serait-ce que faire l'aller-retour. Comment vous avez atterri à Voiron? Alors je disais que c'était il y a 3 ans, c'est assez récent votre installation en Isère. Écoutez, c'est un peu la vie qui fait que c'est les rencontres de la vie. J'ai rencontré un homme qui est maintenant mon compagnon, et puis je l'ai rejoint, à l'époque j'étais à Saint-Étienne, et puis je l'ai rejoint en Isère. Très bien. C'est là que je me suis retrouvée à Voiron. C'est une belle ville. C'est une très belle ville, c'est une très belle région, enfin, le département est très beau. Peut-être un peu moins de soleil et de chaleur qu'à La Réunion, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Mais il y a les montagnes. Et il y a les montagnes, c'est vrai. Il y a de très belles montagnes. Vous êtes pas mal aussi à La Réunion pour les montagnes. Bien sûr, mais pour les randonnées, on en fait aussi de très belles ici. C'est votre premier mandat d'élu aujourd'hui, Sandrine Nosbet? Oui, tout à fait. Moi, quand je me suis engagée en politique, je n'avais pas d'expérience. Enfin, je suis vraiment une primo-militante en politique. C'était un engagement qui me tenait à cœur parce que, au vu de la situation, j'avais l'impression d'être un peu impuissante et il fallait que je m'engage pour changer ce que j'observais. Et il y avait pour moi une urgence de m'engager. Donc effectivement, moi, c'est mon premier mandat. Et voilà, donc après...
Pourquoi les filles, si vous êtes assez récente en politique, vous avez hésité entre différents partis avant de vous engager? Alors, pas forcément hésité entre différents partis, surtout que j'ai lu, alors j'ai un ami qui était à la France Insoumise, donc un sympathisant, et quand je lui parlais de mes préoccupations, c'est vrai que j'avais une sorte d'angoisse par rapport à ce que je vivais. C'était au moment des Gilets jaunes. Et j'étais très choquée par la manière dont ça a été, ces Français et ces Françaises avaient été traités par le gouvernement, et la couverture médiatique également. On a quand même cherché à discréditer un mouvement qui était tout à fait légitime. Donc cet ami m'avait dit, va lire L'Avenir en commun. Et c'est effectivement après la lecture de L'Avenir en commun, dans lequel je me suis reconnue, de Jean-Luc Mélenchon, effectivement, que j'ai rejoint le mouvement et que j'ai cliqué sur un groupe d'action et que j'ai rejoint les Insoumis. Alors, vous l'avez dit, en 2022, vous avez déjà été candidate aux législatives. C'était face à la députée sortante Élodie Jacquier-Laforge. Alors, vous l'aviez légèrement dévancée au premier tour. Je crois qu'il y avait 280 voix d'écart, mais vous aviez été battue à ce moment-là au deuxième tour. L'écart était encore serré au mois de juillet entre vous deux. On va voir le tableau des résultats du premier tour. Il y avait 518 voix d'écart en votre faveur, mais avec une donne politique différente, oui. Puisque la candidate RN est passée en 2 ans de 19 à 34%. Elle a donc pu se maintenir. Elle était d'ailleurs première au premier tour. Oui. On aurait pu avoir une triangulaire. Élodie Jacquier-Laforge a finalement décidé de se désister, entre guillemets, à votre profit. Oui, tout à fait. Je pense qu'elle l'a fait aussi en responsabilité. Quand on est face à la montée de l'extrême droite, je pense qu'on n'a pas à hésiter. Et bien qu'elle ait un peu hésité, mais en tout cas, elle a pris la bonne décision parce que la configuration n'était pas la même et qu'on ne pouvait pas, en tant que démocrate et républicaine, laisser le champ libre à l'extrême droite. Bon, au final, vous l'emportez sur cette circonscription face à la candidate du RN, avec 52,6% des voix. Comment vous analysez cette victoire ? Écoutez, c'était... Déjà, il y a eu une campagne... Une extraordinaire campagne. Enfin, c'était très. On a été rejoints par beaucoup de militants de Grenoble, du Nord-Isère, même de la Drôme. Alors quand je dis de militants, il y avait aussi des personnes du monde associatif, des collectifs, des personnes encartées, non encartées. Il y avait vraiment une prise de conscience de la montée de l'extrême droite et du danger qu'ils arrivent au pouvoir. Donc il y avait effectivement une dynamique qui était en lien avec cette montée d'extrême droite, et puis aussi en lien évidemment avec le programme qu'on défendait, donc le Nouveau Front Populaire, donc un programme progressiste en termes social et écologique. Alors après, effectivement, on retrouve un peu la même configuration qu'on a eue en 2022 avec 3 blocs, sauf que là c'était 3 blocs avec un bloc centre-droit qui s'affaiblit et l'extrême droite qui monte, et en fait avec le bloc de gauche qui se maintient et qui se maintient en tout cas dans ma circonscription. Effectivement, c'était juste pour moi. Ouais, c'est vrai. C'était très juste par rapport, je pense, surtout par rapport au premier tour. Mais qu'est-ce que je voulais dire la question, c'était par rapport à C'était comme l'analyse de ce résultat. Le score est plus serré qu'on aurait pu imaginer sur le papier. Oui, alors il y a plusieurs choses. Effectivement, il ne faut pas oublier le traitement médiatique de la France Insoumise. On a quand même, c'est comment une campagne de diffamation. Donc moi, je le voyais bien quand on faisait des tractages sur les marchés, les gens qui venaient me voir et qui exprimaient, ou pour certains, de la peur vis-à-vis de la France Insoumise, ou si c'était pas de l'insulte. Donc je pense que ça a desservi, forcément ça nous a desservi. Après, il y a aussi eu les électeurs d'Élodie Jacquier-Laforge qui ont préféré s'abstenir. Là aussi, je pense que c'est en lien à cette campagne de diffamation. Et je pense que certains électeurs, ils ont oublié ce qu'on avait en face. Enfin, je veux dire, le Rassemblement national, l'extrême droite. Pour moi, c'est très clair. On ne laisse pas passer l'extrême droite.
Vous faites partie de ces députés qui ont du mal à serrer la main aux députés RN à l'Assemblée nationale. On a eu plusieurs de vos collègues et les filles, et pas tous, qui, le jour notamment du vote de la présidence, ne serraient pas la main au Benjamin qui tenait l'urne, qui était un élu RN. Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas forcément, c'est vrai que ce n'est pas vis-à-vis de la personne, mais vis-à-vis de l'idéologie que cette personne défend. Et moi, je combats cette idéologie. Hein. Alors, je trouve cela incohérent de serrer la main à quelqu'un qui défend cette idéologie, qui est une idéologie qui prône la haine de l'autre. Donc, oui, pour moi, c'est important c'est une manière, et c'est une continuité dans ma lutte contre l'extrême droite. Alors, la semaine dernière, à votre place, on avait un autre député isérois, LR, Yannick Neder, à qui j'ai demandé de vous poser une question, comme c'est la tradition dans cette émission. On l'écoute. Bonjour Sandrine Nosbé, on ne se connaît pas beaucoup. Vous êtes nouvellement élue de la 9e circonscription, qui est une circonscription voisine à la mienne, que je connais bien parce que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt dans mes fonctions régionales le dossier de la Chartreuse. J'ai beaucoup suivi le dossier notamment des Noix sur la partie Vinay. Nous avons la foire de Beaucroissant qui est très proche puisque c'est la limite de ma circonscription et que je m'y rends chaque année. Donc je vais avoir une question très de collègue à collègue parlementaire. Quel est votre retour tant au niveau national qu'au niveau local, de ces quasi 6 premiers mois de nouveaux députés, de nouvelles parlementaires iséroises, et comment vous voyez la vie à l'Assemblée et la vie sur le territoire? Alors on le rappelle, hein, vous n'êtes pas une élue de longue date, donc vous êtes rentrée directement dans le grand bain de l'Assemblée nationale. D'habitude, il y a une progression pour la plupart des élus. Comment, au bout de 6 mois, là, vous regardez avec un peu de recul ce qui vous est arrivé? Ça s'est tellement enchaîné après le 7 juillet, rendez-vous à Paris le 9. Je suis arrivée, bon, j'étais quand même accueillie, on était bien accueillis au sein du groupe La France Insoumise par les anciens députés, enfin les députés qui vivaient en place et qui vivaient, donc c'était leur second mandat pour beaucoup. Ensuite, on est accueillis par le personnel de l'Assemblée. Donc c'est vrai que ça s'est enchaîné depuis. Et bon, maintenant, avec un peu de recul, je fais la part des choses entre le travail à l'Assemblée nationale et lorsque je suis en circonscription. C'est de modes de travail complètement différents. Bien que, évidemment, le lien, il se fait, puisque ce que je défends à l'Assemblée nationale, dans la commission des affaires économiques où je siège, par exemple le logement ou l'agriculture ou l'économie locale, puisque moi, je relie l'économie locale avec les suppressions d'emplois qu'on a dans l'industrie française, hein, qui a forcément un impact sur l'économie locale, les commerçants, les artisans. Donc oui, ce lien, il est fait, mais la manière de faire de la politique est différente. Quand on devient député, est-ce que ça change la vie, votre relationnel, par exemple, avec vos amis, vos anciens collègues de travail? D'un seul coup, on a un statut différent, on est exposé aussi médiatiquement. Comment vous avez géré ça? Alors, un rythme très soutenu, effectivement, un rythme de vie qui n'est plus du tout le même. Ensuite, moi, mes amis, je n'ai pas changé de comportement. Hein. Certes, je suis députée à l'extérieur, mais quand je suis avec mes amis, je suis moi-même. Hein. Certains de mes amis, effectivement, ont changé un peu le regard. Je pense qu'au départ, et puis au fil du temps, ils se rendent compte que moi, je n'ai pas changé. Je suis toujours la même. Ensuite, ce qui change, c'est le manque de temps pour sa vie personnelle. Puisque là, quand je ne suis pas à Paris, je suis en circonscription et il y a beaucoup de déplacements parce que je tiens à être aussi sur le terrain, parce que je trouve que c'est très important d'aller à la rencontre des habitants de la circonscription, de m'intéresser à ce qu'ils font parce que ça m'intéresse. Et puis donc je reçois aussi bien en permanence que quand je sors, quand je suis en circonscription, je les croise et c'est aussi l'opportunité, l'occasion que j'ai de croiser les habitants de la circonscription. Alors, j'ai pas trouvé de vidéo concernant vos interventions sur le site de l'Assemblée nationale. Dans l'hémicycle, en tout cas, vous n'avez pas encore eu l'occasion de prendre la parole? Pas encore, effectivement, puisque
Ben, c'est vrai qu'il y a les questions au gouvernement, on en a 3 par semaine, mais on est plusieurs. Il y a on trop d'élus LFI. On a 72, voilà, donc c'est très bien, on n'a pas trop. C'est juste que voilà, il faut trouver la bonne thématique du moment. J'ai fait des propositions, pour l'instant, ça n'a pas été retenu, mais ça viendra. On guettera cette image-là. Vous l'avez dit, vous siégez dans la commission des affaires économiques. C'était un choix, c'était votre premier choix? C'était mon premier choix, exactement. Oui, tout à fait. Ça fait partie des sujets que vous avez envie de porter, des priorités sur lesquelles vous voulez vous investir? Oui, puis c'est vrai que la commission des affaires économiques traite de sujets très, très, très larges. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi bien le logement, l'agriculture. Et comme je dis, je parle d'économie locale. C'est vrai que l'économie locale, c'est les très petites entreprises, c'est les commerçants, les artisans que moi, j'étais amenée à rencontrer pendant au cours de mon métier, dans l'exercice de mon métier en tant que gestionnaire de paye. Donc, je savais très bien, je les connais un peu, donc leurs problématiques. Donc c'était important, effectivement, de siéger dans cette commission. C'était mon premier choix, je l'ai eu et voilà, c'est très bien. Alors l'économie locale, ici en Isère, en ce moment, elle ne se porte pas très bien, notamment du côté de la plateforme chimique de Pont-de-Claix, où la société Vancorex est en train de fermer avec des centaines d'emplois qui devraient normalement disparaître. Les salariés ont entamé une grève illimitée pour bloquer le site. Ils ont reçu lundi la visite de Philippe Poutou, on l'a vu sur ces images, qui était candidat à la présidentielle pour le NPA. Vous êtes plusieurs parlementaires isérois à avoir alerté le ministre de l'économie sur ce dossier. Quels sont vos espoirs de voir la situation sortir par le haut? Eh bien, j'espère que le gouvernement écoutera les syndicats et surtout les salariés qui demandent une nationalisation temporaire du site pour stabiliser la production et trouver des débouchés. Alors, j'ai lu je crois que c'était le Dauphiné Libéré, un article dans lequel le repreneur, cette entreprise hongroise, allait revoir son offre. En tout cas, elle annonce d'ores et déjà qu'elle ne va pas maintenir tous les emplois. Alors que la chimie est quand même un secteur important, essentiel, que l'État devrait se pencher dessus et se donner les moyens de maintenir ce secteur-là, cette filière en France. Alors, paradoxalement, vous avez remis en cause le soutien de l'État aux entreprises françaises de manière un peu générale. Il y a des centaines de milliards d'euros, 200 je crois, qui sont fléchés vers les entreprises françaises chaque année. Et là, vous aimeriez qu'il aide Vancorex? Écoutez, déjà les 200 milliards d'euros, on n'est pas, moi je ne suis pas contre qu'on aide les entreprises, mais par contre il faut que ce soit qu'il y ait une contrepartie. Donc contrepartie, c'est emploi, c'est environnement. On ne peut pas comme ça se verser de l'argent public et puis les laisser faire. On voit bien que la loi du marché, c'est la loi du plus fort et c'est donc la loi des actionnaires. Et là, en l'occurrence, on le voit bien. Donc 200 milliards d'euros versés donc aux grandes entreprises. Et le résultat, c'est suppression d'emplois et avec les conséquences dramatiques pour notre territoire. Vancorex en est un exemple, Valeo également, puisque Valeo a Saint-Quentin-Fallavier, donc je les ai rencontrés également. Donc c'est une entreprise, c'est un équipementier automobile. L'entreprise à Valeo a obtenu, a perçu 70 millions d'euros d'aide de l'État, directe ou indirecte, et pourtant annonce des fermetures de sites. Donc là, on est quand même dans une contradiction. Je veux dire, quand on donne de l'argent à des citoyens, on leur demande toujours de rendre des comptes. Et pourquoi on n'aurait pas cette même logique pour les entreprises? La France insoumise, par la voix de Jean-Luc Mélenchon, avait annoncé cet été que le peuple français allait se soulever et que la rentrée, que ce troisième tour des législatives se ferait dans la rue. Alors il y a bien eu une manif en septembre, on voit les images, avec 3 000 à 4 000 personnes dans les rues de Grenoble. Et puis plus rien, le soulèvement social, comme l'espéraient les insoumis, finalement, il n'a pas eu lieu. La faute à qui ? Vous savez, quand on a été 3,5 millions dans la rue contre la réforme des retraites, on ne peut pas dire que les Français ne se sont pas soulevés. Et pour autant, ça a été imposé par 49.3. Aux dernières élections législatives, aux européennes, aux législatives, en tout cas je parle surtout les législatives, le taux de participation aux élections a été un taux de participation record.
et pourtant le choix d'Emmanuel Macron, c'est donc d'imposer un Premier ministre, Michel Barnier, qui est issu du parti qui est arrivé en 4e position. Alors que le choix naturel était donc Lucie Castet. Donc oui, c'est une manière, on est dans un déni de démocratie qui ne laisse pas indifférents les Français. Et je pense qu'il y a, alors peut-être, est-ce que c'est une forme de résignation ou d'écœurement, de dégoût? Je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a les deux, oui. Après, la résignation, je le dis aux téléspectateurs, c'est notre ennemi numéro 1. Parce qu'à partir du moment où on baisse les bras, eh bien, en fait, c'est que ça veut dire qu'on est prêt à tout subir. Et ça, il ne faut surtout pas tout subir, donc il ne faut pas baisser la tête. Vous avez évoqué tout à l'heure, pour parler de votre engagement politique, la période des Gilets jaunes, il y a 6 ans, qui vous a incité à ce combat social. Vous espérez un retour de ce mouvement? Les 6 ans ont été fêtés il y a quelques jours. Je crois que vous êtes passé au rond-point de Crolles. On voit des images d'époque qui étaient un peu le symbole en Isère de ce mouvement des Gilets jaunes. Ils avaient reformé le camp le temps d'un anniversaire. Vous espérez un retour d'un mouvement un peu similaire avec une part de radicalité? Alors, on a déjà ce mouvement similaire dans les Outre-mer, en Martinique, puisque c'est un mouvement qui, tout comme celui des Gilets jaunes en 2018-2019, qui vient aussi des citoyens, c'est-à-dire que ce n'est pas des syndicats, enfin de mouvements syndicaux ou politiques. Donc on l'a aussi, c'est de la même manière, ce sont des citoyens et des citoyennes qui manifestent leur colère vis-à-vis de la vie chère. Je veux dire, imaginons qu'on a ici en Isère des prix de l'alimentation 40% plus chers que ceux dans Haute-Loire, par exemple. On trouverait ça complètement insupportable, inacceptable. Donc c'est ce qu'ils expriment. C'est ce qu'ils ont exprimé, ce qu'ils expriment toujours dans la rue. Et en face, la réponse du gouvernement est la même qu'à l'époque, la réponse qu'a fait le gouvernement au mouvement des Gilets jaunes, qui est la répression. Donc on a ce mouvement des Gilets jaunes. Après, en France, je pense qu'ils se sont réunis effectivement dimanche ou samedi dernier, donc à l'occasion du 6e anniversaire de leur mouvement. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Silencieux pour l'instant. Mais ils sont toujours là. Ceux qui sont toujours là, ils sont même de retour cette semaine. Ce sont les agriculteurs qui, à Grenoble, ont décidé symboliquement de prendre la Bastille, ce qui a entraîné un défilé de tracteurs un peu inattendu lundi soir entre les quais de l'Isère et puis le sommet de la Bastille. On les voit là sur les images de Mirko Pesci qui a embarqué dans un tracteur pour suivre ce défilé. Ça passe dans les petites rues de la Bastille, même des tracteurs habitués à travailler dans les champs. Alors j'imagine que vous soutenez leur colère, comme tous les élus, on va dire de l'extrême gauche à l'extrême droite. Tout le monde est favorable aux revendications des agriculteurs. Vous êtes dans une circonscription très agricole. Yannick Noder a tout à l'heure souligné Beaucroissant, qui fait partie de votre circonscription, qui est un peu le symbole en Isère de l'agriculture, avec sa foire agricole, qui est une des plus anciennes de France et d'Europe. Est-ce que c'est un milieu que vous connaissez bien, l'agriculture? C'est pas forcément un milieu que je connais bien. Bon, je suis comme beaucoup de citoyens français, en tout cas comme beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est une majorité, mais en tout cas, je fais mon marché sur les marchés où je vais directement chez le producteur. Mais quoi qu'il en soit, j'ai été amenée à rencontrer des agriculteurs, des éleveurs de la Confédération paysanne, mais aussi des producteurs de noix de la circonscription et qui m'ont fait part de leurs inquiétudes. Alors pour les nuciculteurs, c'était par rapport surtout au réchauffement climatique. Quant aux éleveurs de la Confédération paysanne, c'était contre les traités de libre-échange, la concurrence déloyale des grosses exploitations, la politique agricole commune qui ne tient pas compte des petites, qui se base surtout sur les grandes surfaces, donc sur leur préoccupation sur l'avenir des paysans et des paysannes. Donc j'ai aussi rencontré l'atelier paysan, qui est une SCIC qui justement
forme les agriculteurs sur l'autoconstruction pour qu'ils soient plus autonomes, et des CUMA aussi, j'ai rencontré. Donc oui, c'est un monde que j'apprends à connaître, que je découvre. Et leur colère, évidemment, elle est tout à fait légitime, puisque ce traité de libre-échange, parce que j'ai vu sur vos images qu'il manifestait également contre le Mercosur, et c'est un traité de libre-échange qui aurait des conséquences catastrophiques pour notre agriculture, oui, bien sûr. Il doit être discuté mardi prochain, je crois, à l'Assemblée nationale. Tout à fait, à la demande de notre mouvement, puisque au départ ça avait été refusé, et puis voilà, il y a eu un changement de braquet, et heureusement, fort heureusement, parce qu'il faut en discuter dans l'hémicycle. J'ai l'impression qu'il risque de faire peut-être l'unanimité contre lui, ce Mercosur, à l'Assemblée nationale. À juste titre. Ce qui serait un peu original dans cette période où il y a beaucoup de dissensions au sein de l'hémicycle. Mais on va dire que le Mercosur, c'est peut-être la goutte d'eau qui refait déborder le vase des agriculteurs. Mais ce qu'ils veulent depuis des mois, c'est moins de normes, moins de réglementations, moins de contraintes environnementales. Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous les soutenez, ces revendications? Alors, ils demandent aussi à pouvoir vivre de leurs revenus. Alors, c'est par exemple des prix planchers. Emmanuel Macron s'était dit favorable au prix plancher, et pourtant il n'a rien fait. Rien qui aille dans ce sens. Et je pense que les revendications, alors évidemment, on parle de normes, moins de normes, mais les revendications majeures des agriculteurs, c'est de pouvoir vivre de leur travail. Tout comme les revendications des salariés de notre pays, des Français et des Françaises. Pour ça, il leur faut des outils adaptés. Si dans certains pays européens, on utilise des pesticides plus efficaces qu'on n'a pas le droit d'utiliser en France, il y a une concurrence, on va dire, déloyale. Et ce qu'ils demandent, les agriculteurs, c'est qu'on ne les embête pas avec ces normes environnementales et qu'on puisse les laisser travailler comme ils l'entendent. Ou alors, c'est plutôt l'inverse. Peut-être beaucoup plus de protection de notre agriculture, et de ne pas laisser rentrer dans le pays des produits qui ne seront pas soumis aux mêmes normes sanitaires auxquelles sont soumis nos agriculteurs et nos agricultrices. Donc, c'est cette incohérence qui fait que, comme ils disent, on marche sur la tête, et donc qu'ils renversent les panneaux à l'entrée des communes. Il faut faire des concessions avec l'écologie quand on est dans des cas comme ça, d'agriculteurs qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui protestent contre les normes. On évoquait les gilets jaunes. Le mouvement, il est né d'un refus de la taxe carbone sur le carburant. Là aussi, on était avec une mesure écologique, et puis un refus de la population de l'appliquer parce que ça impactait directement leur oui, j'entends. Alors, est-ce qu'il faut faire des concessions sur l'écologie? Je ne pense pas qu'il faille le formuler de cette manière. Je pense qu'il faut surtout avoir une planification. On ne peut pas imposer, si je reviens aux Gilets jaunes, pour quelles raisons ils ont manifesté. Alors, il faut quand même revenir à une période où, à l'époque, on parlait, dans les années 80, c'était le diesel, il faut acheter le diesel, etc. Bon, c'était... vous allez faire des économies. On a poussé aussi donc les gens. Donc en fait, c'était le tout voiture qui était mis en avant. Donc on pousse les citoyens en dehors des villes, des centres-villes. Parce que voilà, le centre-ville, ça devient de plus en plus cher, donc on les met en dehors des villes. Par contre, on ne met pas à leur disposition un transport ou un réseau de transport collectif. Donc ils sont forcément tributaires de la voiture. Et puis ensuite, on leur dit plusieurs années plus tard, vous polluez, il faut vous débarrasser de la voiture, mais quelle autre alternative j'ai en face? Parce qu'en fait, on est tributaire de sa voiture pour aller à son travail, pour aller faire ses courses, et surtout pour aller à son travail. Donc je pense qu'il y a cette incohérence, et encore une fois, quand on n'a pas d'État stratège, un État qui planifie, on se trouve dans ce genre de situation où on se dit on marche sur la tête. Et c'est de la même manière pour les agriculteurs. Moi, quand on les écoute, ils nous disent qu'ils ne sont pas contre l'écologie. Par contre, il faut leur donner les moyens de changer de modèle agricole. Donc oui, donc il faut planifier. Il faut planifier, et dans le programme du nouveau Front populaire et de l'Avenir en commun, évidemment, on a des mesures pour amener, justement, pour planifier et pour aider la transition vers une agroécologie. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le pouvoir d'achat, la campagne des Restos du Cœur
vient de débuter. Le département de l'Isère a également investi près de 5 millions d'euros pour trouver un entrepôt plus grand pour la banque alimentaire de l'Isère. L'inauguration a eu lieu cette semaine. La demande est de plus en plus croissante. Donc les associations ont besoin de moyens supplémentaires. Sur le pouvoir d'achat, quelles mesures concrètes vous metteriez en place si jamais vous aviez les manettes du pouvoir dans les mois qui viennent ? Écoutez, le programme du nouveau Front populaire était très clair. C'était déjà d'augmenter le SMIC à 1 600 € net et puis ensuite d'engager une conférence sur les emplois et les salaires. Et moi, quand je vois qu'il y a de plus en plus de Français et de Françaises qui vont dans ces banques alimentaires, qui s'adressent à ces banques alimentaires, eh ben, je trouve ça très triste en fait, parce qu'on est quand même dans la 7e puissance économique au monde. Et ce qu'on voit, c'est que d'un côté, il y a des personnes, il y a une explosion des millionnaires, et d'un autre côté, c'est 10 millions de gens 10 millions de pauvres, des Français et des Françaises qui vont de plus en plus, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et qui vont de plus en plus dans ces banques alimentaires. Donc, on voit bien qu'il y a un problème. On voit bien que la question qu'on devrait se poser, c'est que cette politique qui est menée, c'est pas la bonne. Cette politique de l'offre nous mène droit dans le mur, puisqu'on a vraiment les inégalités, l'écart se creuse entre les très riches et ceux qui s'appauvrissent, et les Français qui s'appauvrissent de plus en plus. On parle beaucoup de la dette de la France, qui est énorme, qui fait beaucoup polémique en ce moment. Si on passait le SMIC à 1 600 €, les fonctionnaires, notamment, seraient impactés aussi par cette augmentation. Alors, en leur faveur, bien sûr, mais les caisses de l'État seraient encore plus contraintes qu'elles le sont maintenant. Ça vous paraît réaliste, aujourd'hui, dans la situation économique du pays, de pouvoir faire un changement aussi radical ? Oui, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, on en a fait la démonstration. Alors je parlerai du budget après, mais pendant la campagne présidentielle de l'Union populaire, on avait justement budgété, on a fait une émission sur le financement de notre programme. Et en fait, c'est très simple, c'est donner du pouvoir d'achat aux Français, donc aux Français et aux Françaises. Ça permet de relancer l'économie locale, notamment les artisans, les commerçants, et du coup, ça a un effet vertueux. Et très récemment, à l'Assemblée nationale, on a fait aussi la démonstration qu'un budget, c'est-à-dire que le gouvernement nous dit qu'il y a 60 milliards d'économies à faire. Ces 60 milliards, on les a trouvés en taxant les super profits, en taxant les multinationales, les grosses fortunes, et non pas tous les Français et les Françaises comme certains ont laissé dire. Donc il y a une autre vision de la politique publique qui est possible. On en a fait la démonstration, et oui, la politique de l'offre nous mène droit dans le mur. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de gens pauvres dans ce pays, alors qu'on est un pays riche, alors que de la richesse, on en a. Donc il y a un problème de distribution de la richesse. Je précise qu'effectivement, le budget que vous évoquez, c'est tous les amendements qui ont été passés sur le texte original. Tout à fait, oui. Qui finalement a fait que la droite et les macronistes l'ont refusé. Et le RN, budget. Le Rassemblement national également, a rejeté un budget qui a été amendé, un budget quand même NFP compatible, qui aurait permis d'améliorer la vie des gens. Donc oui, le Rassemblement national également a rejeté ce budget. Bon, qui passera sûrement par un 49.3 dans les prochaines semaines, dans sa version originale. Un autre secteur en difficulté, c'est l'hôpital. Il y en a un sur votre circonscription, à Voiron, tout neuf, qui a quelques années. Vous avez d'ailleurs rencontré, je crois, cette semaine, le personnel soignant de l'hôpital de Voiron. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Il y a notamment un système d'urgence qui fonctionne très difficilement à Voiron depuis quelques années. Alors, j'ai effectivement échangé avec des personnels de l'hôpital de Voiron. Alors, ils me disent notamment que s'il y a un engorgement aux urgences, c'est dû déjà au fait qu'en amont, il y en a plus, peu voire plus de médecins traitants, de généralistes, et en aval, il n'y a pas de lit. Donc il y a un problème donc en amont, de formation, et en aval d'ouverture de lits, donc de moyens. Et ce qui revient souvent, évidemment, c'est le manque de moyens.
C'est le manque de moyens. Et puis c'est la gestion aussi de l'hôpital. On ne gère pas un hôpital comme une entreprise. Le soin, l'accès aux soins doit être garanti à tous les citoyens. Et le soin ne doit pas être, la santé ne doit pas être marchandisée. Et en fait, on tend vers une gestion de l'hôpital comme on gère une entreprise, je ne sais pas moi, de confiture ou de salon, de jardin. Donc là, il est question de la vision qu'on a du service public. Alors évidemment, on a le gouvernement de droite, macroniste, LR, Rassemblement national également, puisque le Rassemblement national nous parle de supprimer les cotisations sociales. Alors qu'est-ce que les cotisations sociales? C'est la base de notre système de sécurité sociale. Donc, à partir du moment où on supprime les cotisations sociales, on n'aura plus de services publics, on n'aura plus d'hôpital public. Donc, voilà, c'est une vision complètement différente. Et nous sommes pour sauvegarder et maintenir notre sécurité sociale, qui est le patrimoine de tous les Français, qui permet justement d'avoir un service public et donc un accès à la santé à tous les citoyens. Pour préserver ce système de sécurité sociale, il y a ce trou de la Sécu qu'il faut arriver à boucher. La semaine dernière, à votre place, on avait Yannick Noder qui portait la mesure d'augmentation des jours de carence, de 1 à 3, pour alléger justement ce budget de la sécurité sociale. C'est une piste qui vous paraît intéressante, vous qui avez été gestionnaire de paix? Eh ben, écoutez, intéressant peut-être pour la droite, mais bon, en tout cas, pour ce qu'on ça illustre bien leur vision et leur idéologie. Alors non, évidemment, on a bien d'autres moyens de le faire. Si on crée des emplois, il y aura donc plus de cotisations sociales, salariales et patronales. Ça permettrait de maintenir un système de notre sécurité sociale, de le maintenir. Et et que ça fonctionne, et qu'on ait un hôpital, des services publics voilà. Donc pardon, je perds le fil. Hein. Donc il y a ça, et puis il y a aussi, je reviens sur l'importance d'équilibrer les salaires entre les hommes et les femmes. Vous savez qu'il y a il y a les femmes qui gagnent beaucoup moins que les hommes. Et si on arrivait... Oui. Pardon ? Il y a à peu près 20%. Tout à fait. Et si cet écart, on se mettait justement à travailler sur cet écart, eh bien, ça ramènerait aussi plus de cotisations dans les caisses de la sécurité sociale. Donc je pense qu'il y a bien d'autres moyens, d'autres solutions pour maintenir notre sécurité sociale que encore une fois, demander aux salariés que ce soit eux qui portent toujours le poids et non pas les entreprises. Alors, il y avait un marqueur dans ce programme du Nouveau Front Populaire. Il y avait le SMIC à 1 600 €, on en a parlé. Il y avait aussi l'abrogation de la réforme des retraites. Vous voulez toujours abroger Bien entendu. cette réforme. Pourtant, vous avez voté contre la proposition d'abrogation qu'a faite le Rassemblement national le 30 octobre dernier. Ça paraît surprenant. Alors, on n'a pas voté contre. Vous n'avez pas voté pour. Sinon, elle aurait été abrogée. C'était à la commission, d'abord, là vous parlez des débats dans l'hémicycle. Oui. Parce qu'effectivement, d'abord, il avait présenté à la commission des affaires sociales qui avait été vidé un peu de sa substance. Et ensuite, effectivement, dans l'hémicycle, nous avons voté contre. Pourquoi ? Parce que le Rassemblement national ne s'est jamais dressé contre la réforme des retraites. Lorsque, en 2022, nous sommes au 2023, je ne sais plus très bien, le temps passe tellement vite, que nous sommes tous descendus, nous étions tous debout en 2023 contre cette réforme des retraites. Le Rassemblement national ne s'était pas mobilisé contre, premièrement, et puis deuxièmement, pendant la campagne des européennes, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, il allait sur 66 ans. Enfin, ils étaient d'une incohérence. Donc, on voyait bien que cette réforme qu'ils avaient mis dans leur niche, c'était juste un coup de com'. C'est un coup de com', mais vous auriez pu profiter de l'occasion
pour faire abroger cette réforme et finalement faire primer l'intérêt des gens à la tactique politique? Non, c'est un coup de com'. Enfin, je veux dire, nous, on l'a également dans notre niche parlementaire. Et donc, ça va être débattu dans l'hémicycle. Voilà, tout à fait, le 28 novembre, donc la semaine prochaine. Bon. Si cette abrogation a des chances de passer, il faudra que le RN, pour le coup, vote avec vous. Écoutez, on verra bien quelle est sa position, puisque un coup ils sont pour 62, un coup pour 64, un coup pour 66. Donc nous tenons la ligne, nous sommes pour l'abroger et puis ensuite travailler sur la retraite à 60 ans, pour revenir à 60 ans. Non. Vous savez en tout cas que vous avez besoin des voix du RN, alors éventuellement pour abroger la réforme, mais aussi pour censurer le gouvernement. Les mathématiques sont implacables, il n'y a pas d'autre solution. Jean-Luc Mélenchon a déclaré le week-end dernier que le gouvernement Barnier allait tomber. Il est sûr, il a même donné une échéance, je ne sais pas si vous avez vu les dates, c'est entre le 15 et le 21 décembre que ce gouvernement va tomber. Il n'y a pas 50 solutions pour le faire tomber, c'est effectivement qu'il y ait une majorité des députés qui votent une censure, avec le dépôt du 49.3 sur le budget qui est plus que probable. Il y aura une motion de censure, ce sera le moment d'unir entre guillemets les forces des deux camps extrêmes? Le moment d'unir, je pense que là on est dans une impasse institutionnelle et dans une crise politique qui est d'ailleurs de la responsabilité d'Emmanuel Macron. Donc là, on est dans une situation où le budget a été rejeté, il est actuellement au Sénat, il va revenir, donc il y aura une commission mixte paritaire, ensuite il reviendra à l'Assemblée nationale. Donc il n'y aura pas d'accord sur le budget en l'état, donc il sera imposé, et je pense que le Premier ministre en parle déjà, qu'il l'imposera par 49.3. Donc dans un article du Monde aujourd'hui, les partis du NFP l'ont annoncé que oui, nous déposerons une motion de censure. Ensuite, c'est aux autres partis de faire leur choix. Nous ne sommes pas comptables de ce que font les autres. Ensuite, et s'il n'y a pas de motion de censure, eh bien, je pense que la solution qui s'imposera, ce sera au président de la République, ce sera une dissolution en juillet prochain, ou alors ce sera une démission. Ça vous paraît crédible qu'Emmanuel Macron démissionne Alors, crédible, alors normalement, je dirais que ça serait de sa responsabilité, effectivement, de démissionner. Est-ce que l'homme le fera? Je ne pense pas. Puisque quand on regarde le parcours depuis 2017, le mépris vis-à-vis du peuple français, parce qu'il faut quand même se souvenir de ces petites phrases, dans une gare, on croise des gens qui ont réussi et ceux qui sont rien. Il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver un emploi. Donc quand même, ça c'est des choses, là, ça traduit vraiment le mépris qu'il a pour les citoyens français. Et puis le déni démocratique. Quand des gens se manifestent plus de 3 millions dans la rue et que 90% des Français et des Françaises sont contre la réforme des retraites et qu'il l'impose par 49.3. Quand aux dernières élections, il impose un Premier ministre qui est issu, comme je l'ai dit tout à l'heure, du parti qui est arrivé en 4e position. Donc oui, je me dis que ça va être compliqué qu'il démissionne. En revanche, donc ce sera une dissolution. Parce qu'on sera dans une impasse, puisqu'on est vraiment dans l'Assemblée nationale et dans une configuration inédite dans la Ve République, et aucun des partis n'a la majorité. Donc certes, le NFP a une majorité, mais une majorité relative. Donc... Alors Emmanuel Macron a appris à surprendre le monde. Il a surpris beaucoup de monde avec la dissolution au mois de juin. Peut-être qu'il surprendra aussi les gens comme vous qui pensent qu'il ne démissionnera pas en changeant la donne dans les prochains mois. Ce qui voudrait dire une présidentielle anticipée, puisque le délai est très court entre la démission d'un président de la République dans les institutions et puis l'élection du suivant. Présidentielle anticipée, ça s'anticipe. Quel candidat vous souhaitez pour la gauche? Eh bien écoutez, nous sommes prêts. Et nous avons déjà un candidat, qui est Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, nous sommes prêts à repartir en campagne. Il n'avait pas dit que c'était la dernière il y a 2 ans? 2027. D'accord. Donc... parce qu'il faut dire que, mais vous le dites vous-même, on aura très peu de temps. Je pense qu'on aura très peu de temps pour organiser des primaires, pour discuter de qui va partir, alors qu'on a déjà un candidat qui est prêt.
Donc, je pense qu'on aurait intérêt à partir ensemble et de gagner. Enfin, je veux dire que là, on a des chances de gagner parce qu'on est prêt à gouverner, on a un candidat, on a un programme. Nous sommes prêts. Bon, je ne parle pas des autres composantes du nouveau Front populaire, mais est-ce qu'au sein de la France insoumise, tout le monde est prêt à porter une nouvelle candidature de Jean-Luc Mélenchon? Bien sûr. Il fait l'unanimité au sein du parti. J'évoque des noms comme Alexis Corbière, Clémentine Autain, Daniel Simonet, François Ruffin, qui étaient des fois importantes du parti, qui sont rentrés en dissension. Ça, c'est ce qu'on connaît. J'imagine qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ont des militants qui, comme eux, avaient des doutes sur la stratégie du leader de la France insoumise. Alors, vous avez nommé des anciens de la France insoumise, puisqu'ils ne font plus partie de la France insoumise. Ils ont rejoint donc, le mouvement, enfin les écologistes en tant que dans le groupe parlementaire. Oui, le groupe parlementaire en tout cas, ils ne sont plus à la France insoumise. En tout cas, au sein du mouvement, oui, je pense que, enfin, en tout cas, moi, je suis certaine que notre candidat, c'est Jean-Luc Mélenchon, mais comme toutes les... Mais en tout cas, oui, il y aura, on interrogera les militants. Mais je suis certaine qu'il y aura une majorité sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Alors bon, ça c'est l'hypothèse d'une présidentielle. On sait bien que personne à la main, à part Emmanuel Macron, enfin présidentielle anticipée. Par contre, si le gouvernement tombait, là c'est plus probable, dans les mois, du 15 au 21 décembre, j'ai noté la date promise par le leader de la France insoumise. Si ce gouvernement tombe, il faudra renommer un gouvernement, puisqu'on ne peut pas dissoudre avant le mois de juillet. Là, ce serait l'hypothèse Lucie Castet. Elle tient toujours la corde au sein du nouveau Front populaire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, d'ailleurs, on en parle dans l'article du Monde de ce matin. Il est question, effectivement, de Lucie Castet. Enfin, donc, on reste sur notre candidate... notre candidate, donc unitaire, donc Lucie Castet, on est prêt. On a fait la démonstration lors des débats sur le budget qu'on était capable de trouver des majorités pour vous faire voter nos amendements. Donc oui, je pense que pour la stabilité du pays, Emmanuel Macron devrait maintenant choisir Lucie Castet, oui, effectivement. Alors, il y avait la possibilité de lui mettre le pied à l'étrier, Lucie Castet, puisque, comme vous, elle débarque, entre guillemets, un peu en politique. En tout cas, elle n'avait jamais été élue. Et avec la législative partielle qui se profile à Grenoble, il y avait une place sur la première circonscription qui lui était destinée. On a entendu son nom circuler pendant plusieurs semaines. Puis finalement, d'elle-même, elle a renoncé face aux exigences de la France insoumise qui lui demandait, alors qu'elle ne fait pas partie du mouvement, d'intégrer son groupe si elle était élue au sein de l'Assemblée nationale. C'est dommage d'avoir perdu cette occasion de tester Lucie Castet vers des vrais électeurs, sur des vrais électeurs. C'est dommage. Je pense que d'abord, il faut quand même rappeler qu'il y a eu des accords nationaux aux dernières législatives et que la première circonscription est attribuée à la France insoumise. Donc, effectivement, que Lucie Castet... C'était plus important de la garder à LFI que de donner cette opportunité à Lucie Castet. Pas une question d'importance. Je pense qu'effectivement... Lucie Castet a fait ce choix de ne pas se rattacher à la France insoumise parce que, comme elle le disait, elle tient à être ce trait d'union entre les différents partis. Donc, je pense que c'était une décision... bon, c'est son choix, après c'est responsable. Autrement, effectivement, elle aurait dû, pour moi en tout cas, être rattachée à la France insoumise, donc apparentée comme l'était par exemple François Ruffin ou Clémentine Autain. Donc ensuite, elle a fait ce choix-là. Il faut dire aussi qu'en même temps, il y a eu le Parti socialiste isérois qui avait désigné une candidate. Je pense que ça n'a pas aidé non plus dans son choix. Donc qu'on attribue la responsabilité qu'à la France insoumise, je pense que ce n'est pas tout à fait juste. Je pense qu'il y a il y a quand même une espèce de pression qui a fait que Lucie Castet a préféré retirer sa candidature. Bon, alors si on a failli avoir Lucie Castet peut-être députée en Isère, c'est qu'il y a une élection partielle qui s'est mise en place suite à la démission d'Hugo Prévost, qui, comme vous, avait été élu en juillet dernier député de l'Isère pour la France insoumise.
jeune élu avait bénéficié du soutien des poids lourds de son parti. On a vu Emmanuel Bompard venir faire campagne à Grenoble, qui ne tarissait pas d'éloges d'ailleurs sur ce jeune candidat prometteur. Alors, on l'avait accueilli d'ailleurs dans le QG politique. Bon, il aura fait qu'un passage éclair, rattrapé par des accusations de harcèlement moral et sexuel. Il a démissionné en 24 heures. Vous avez de ces nouvelles depuis sa démission, non ? Non. Non, je n'en ai pas et je trouve qu'il a pris une bonne décision de démissionner. C'était une décision responsable. Ça vous a surpris, cette démission express Non, la démission express, non. Je pense que il n'avait pas d'autre choix que de démissionner et il a bien fait. Je pense que ça ne sert à rien de s'accrocher alors que on ne fait pas de la politique pour soi, mais on fait de la politique parce qu'on a des convictions. Et je pense que voilà, il a démontré en tout cas à travers sa démission qu'il en avait quand même. Après, moi, ce qui m'a pu choquer, c'est les raisons pour lesquelles il a dû démissionner. Alors, il n'y avait pas de plainte, il n'y a toujours pas de plainte Oui, officielle. c'est vrai, mais quoi qu'il en soit. À son encontre. Je fais le parallèle avec un autre député LFI qui, lui, s'est accroché à Adrien Quatennens, qui est resté député malgré une condamnation judiciaire à de la prison pour violence conjugale. Et que, de l'autre côté, on a le jeune Hugo Prévost qui est rayé de la carte comme ça en 24 heures. Ça ne vous choque pas, ces deux poids, deux mesures ? Alors non, je ne considère pas ça comme deux poids, deux mesures. C'est vrai qu'il y a eu Adrien Quatennens qui a eu un procès. Donc déjà, au sein du mouvement, il avait été suspendu pendant 4 mois. Donc il y a eu quand même une punition, une peine, si on peut l'appeler ça comme ça. Ensuite, je peux comprendre que des électeurs et des électrices aient été choqués par le traitement. Après, Adrien Quatennens, la situation est... Bon, c'était une violence conjugale. Il l'a reconnu. Le trait. Enfin, c'est pas tout à fait la même histoire. Enfin, le même. Si on met en parallèle, Hugo Prévost, lui, il a fait le choix de démissionner. Adrien Quatennens, je pense que s'il n'a pas démissionné, il y a quand même une peine au sein du gouvernement, j'allais dire du mouvement de la France insoumise. Il y a eu un procès. Il y a eu quand même un traitement. Ça a été traité. Peut-être, c'est vrai que pour certains, pas très bien, mais voilà. Après, c'est vrai que je suis un petit peu la mot parce qu'il était encore pressenti pour être candidat aux dernières élections. Il était porté par Jean-Luc Mélenchon et il y avait peu à l'intérieur de LFI qui semblait s'opposer à la volonté du chef de maintenir un candidat pourtant condamné. Non, c'est pas une question de résister, ni de se soumettre. Il y a des militants qui étaient contre, mais il y avait des militants et une majorité qui étaient pour qu'il reste. Et ensuite, voilà, il s'est retiré, Adrien Quatennens, et puis maintenant, et je pense qu'il a bien fait de se retirer pour les européennes. C'était une situation délicate et la France insoumise, certes, on peut nous reprocher de l'avoir de l'avoir géré ou mal géré ou peu géré. Mais c'était aussi une première... vous savez, quand c'est un camarade qui est dans cette situation, c'est pas toujours évident. Et la situation d'Adrien Quatennens, le fait qu'il l'ait avoué lui aussi, je pense que quand on reconnaît, il était prêt à... Voilà, il a reconnu, c'était pas une violence une violence récurrente, enfin, c'est pas du harcèlement. Il y a quand même... Et pour Hugo Prévost, on n'a pas de vérité non plus. Mais Hugo Prévost, qui aurait pu lui servir à avoir au moins la sorte de clémence de son camp, comme Adrien Quatennens l'a eu. Il a choisi de démissionner. Oui, mais tout le monde l'a... Dès le mercredi, tous les députés LFI de la région demandaient sa démission. Elisa Martin disait même ne pas le connaître, alors qu'elle avait fait campagne avec lui pendant des semaines. Bon. Après, moi, je trouve c'était une sage décision de se retirer, puisqu'il y avait, effectivement, il n'y a pas de plainte, mais il y avait quand même des signalements, et plusieurs signalements. Donc, après, voilà, je pense que c'était une sage décision. Jordan Bardella fait une déclaration surprenante cette semaine, en plein procès de sa chef, Marine Le Pen, pour détournement d'argent public, européenne notamment. Il a déclaré qu'un élu, pour se présenter, devait avoir un casier judiciaire vierge. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec cette affirmation ? Alors, un casier judiciaire vierge...
Ça dépend en fait de quoi on est condamné. Je pense que... Alors, il y a évidemment, il y a des crimes, des délits qui devraient exclure tout candidat ou toute candidate de quelque élection que ce soit. Je parle par exemple de viol ou détournement de fonds, voilà, détournement d'argent public, détournement d'argent public. Je pense que oui, ça en fait partie également. Après, tout dépend évidemment comme je dis, du délit. Et après, c'est aussi aux citoyens de choisir. À partir du moment où on le sait, c'est aux citoyens de choisir. Ça ne vous choque pas qu'un repris de justice, il y en a eu plusieurs dans l'histoire récente, se représente, soit réélu par les citoyens alors qu'il a un casier judiciaire bien rempli. Je pense à Patrick Balkany, qui est peut-être un peu le symbole de ça, qui a fait de la prison, qui a détourné de l'argent public à millions. Voilà. On lui a laissé la possibilité de se représenter. Les citoyens ont choisi. Finalement, c'est eux qui ont raison. Ben voilà. Alors, vous parlez de casier judiciaire bien rempli. Donc, oui. Il y a quand même une Mais si différence. La règle édictée par Jordan Bardella s'était appliquée, Patrick Balkany, il n'aurait pas été réélu. Ben oui, ben là, et on aurait tiré un trait sur sa carrière. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Parce qu'après tout, d'un côté, on demande aux fonctionnaires d'avoir un casier judiciaire vierge. Donc, certes, ce sont des fonctionnaires, des personnels de l'État. Mais je pense qu'on devrait aussi l'exiger des personnalités politiques, enfin des candidats, des représentants du peuple. Parce que ça serait tout à fait légitime d'avoir une certaine exemplarité vis-à-vis des citoyens. Après, tout dépend du motif. Tout dépend du motif. Non, je vous vois venir. La diffamation, la rébellion, la provocation, ça, c'est pas des motifs recevables pour ne pas pouvoir se présenter. Par exemple, évidemment, il y a quand même des degrés de condamnation et dans la justice. Et heureusement qu'on ne juge pas de la même manière une dégradation lors d'une manifestation et un viol, par exemple, ou détournement de fonds publics. Bon, diffamation, rébellion, provocation, ce sont les condamnations qu'a subi Jean-Luc Mélenchon ces dernières années devant la justice. Je voulais revenir à l'élection qui nous concerne ici en Isère en janvier, sur la première circonscription. On connaît déjà le casting avec a priori 6 candidats sur la ligne de départ. Nathalie Béranger qu'on voit là pour les Républicains qui avait été battue en juillet sur cette circonscription. On aura également Camille Galliard-Minier pour Renaissance, qui est l'ancienne suppléante d'Olivier Véran, qui avait pris sa place de député quand il était devenu ministre. Un avocat grenoblois également, Hervé Gerby, président du CRIF en Isère, qui se dit proche du parti Horizon d'Édouard Philippe. Alexandre Lacroix, candidat qui s'était qualifié au second tour en juillet dernier pour le compte de l'alliance entre Éric Ciotti et le Rassemblement national. Et puis Rémi Adam, qui mènera une candidature d'extrême gauche pour le parti Lutte ouvrière. J'ai dit 6, j'en ai cité 5. Le 6e candidat portera les couleurs du nouveau Front populaire. Il s'appelle Liès Loufoque. Il a 30 ans, il vit en région parisienne. Qu'est-ce que vous pensez de cette candidature ? Liès Loufoque, il est connu pour son engagement pour les droits des enfants. C'est un engagement fort, parce qu'il a été lui-même ancien enfant placé. Je pense que c'est une personne qui apportera beaucoup dans nos luttes, les luttes pour les droits des enfants, mais pas que. J'ai eu évidemment l'occasion de le rencontrer, puisque j'ai fait le marché. Il m'avait demandé d'être avec lui, de l'accompagner sur le marché samedi dernier, le marché de l'abbaye. Et moi, je lui avais proposé évidemment tout naturellement mon soutien. Oui, je pense que c'est un bon candidat et j'ai hâte de l'avoir à mes côtés à l'Assemblée nationale. Bon, vous parliez tout à l'heure, en début d'émission, du rôle du député qui doit être aussi attaché à son territoire. Vous disiez que c'était très important d'être dans sa circonscription, de connaître le territoire qu'on représente. Il est où là, l'attachement du territoire ? C'est un parachutage pur et dur. Je pense que c'était peut-être la première fois de sa vie qu'il mettait les pieds à Grenoble le samedi dernier, Liès Loufoque. C'est possible, mais comme il le dit très justement, c'est qu'il a été lui-même parachuté. Enfin, il sait ce que c'est que le parachutage. C'était un enfant placé. Il a été ballotté de famille à famille.
famille d'accueil à notre famille d'accueil. Je pense qu'il a cette capacité de s'adapter et le métier et l'engagement, le rôle d'un député, déjà on a un mandat national et c'est d'être aussi bien à l'Assemblée nationale qu'en circonscription. Donc il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui ici dans la première circonscription. Il vous a dit qu'il viendrait s'installer, qu'il allait vivre en Isère s'il était élu au mois de janvier? Écoutez, je pense qu'il le fera, mais je ne lui ai pas posé la question. Très honnêtement, je pense que c'est pas, pour moi, c'est pas la priorité. C'est vraiment les engagements qu'il prendra et la manière dont il mènera le combat aussi bien à l'Assemblée nationale qu'ici en circonscription. Il n'y avait pas de talent au sein de la France Insoumise ici en Isère pour prendre la relève d'Hugo Prévost et être candidat sur cette circonscription en vivant sur le territoire? C'est étonnant. Bon, il y avait bien des talents, mais par exemple Salomé Robin, elle a bien fait campagne en 2022, elle a fait une belle campagne en 2022, mais il se trouve que voilà, la dissolution a été faite, il y a eu ensuite, ça a été assez rapide, elle a repris ses études, à Lyon. Il y a sûrement d'autres militants qui, sur Grenoble ou sur le Grésivaudan, seraient en capacité, auraient envie de partir sur un combat comme ça. Il n'est même pas de la France Insoumise, Lies Loufoque. Donc comment ça passe chez vous dans les Mais voilà, rangs des militants? écoutez, ça veut dire que nous ne sommes pas sectaires, puisqu'on nous dit toujours qu'on est sectaire. Au contraire, je trouve que c'est très bien d'ouvrir à une personne comme Lies Loufoque, avec l'expérience qu'il a, si je peux dire expertise, puisqu'il a développé au cours de sa vie cet engagement pour les droits des enfants. Je pense que c'est, encore une fois, c'est une très belle candidature et on a tout à y gagner. Bon, on verra. Si vous perdez, ce sera une défaite pour LFI sur cette circonscription que vous aviez acquis au mois de juillet? Ce serait une défaite pour le NFP, pour le Nouveau Front Populaire. La France Insoumise, évidemment, puisqu'il sera notre... Le NFP proposait d'autres candidats plus crédibles et qui avaient plus de chances sur le papier de victoire, comme Amandine Germain, par exemple, pour le Parti socialiste, qui est élu du territoire, qui avait un profil qui pouvait rassembler autour de sa candidature bien au-delà des frontières du NFP. Bien sûr, mais comme je disais auparavant, Amandine Germain aurait siégé au Parti socialiste, alors qu'il y avait nous avons un accord national, et cet accord national n'a pas été rompu, il me semble. Donc, alors évidemment, aux yeux des téléspectateurs ou des Français et des Françaises qui nous écoutent, doivent se dire, voilà, c'est encore une tambouille politique. Mais quoi qu'il en soit, c'est un équilibre, en tout cas, qui était important de maintenir. Et je pense que quand on a un accord et quand on donne sa parole, et cette parole, on la tient. Et c'est ce que nous faisons, en tout cas. Alors derrière ce scrutin se profilent aussi les élections municipales. À Grenoble, la France Insoumise est arrivée en tête des européennes, dans la capitale des Alpes, avec 22%, soit 3 fois plus qu'en 2019. Les écolos ont perdu à peu près la moitié de leur score de 2019, avec seulement 13% des voix. LFI a également gagné les 2 circonscriptions de Grenoble. Il y en a une qui est en remise en jeu, mais en tout cas, pour l'instant, c'est l'état des lieux au mois de juillet. Le mouvement est en position de force pour revendiquer la tête de liste après le départ d'Éric Piolle? Eh bien, effectivement. Alors, les négociations ne sont pas... Il n'y a pas de négociation pour l'instant. On en parle à peine. Ça va négocier à un moment donné? C'est une demande que vous allez faire aux écologistes à Grenoble de dire c'est à notre tour aujourd'hui, vu le contexte politique? Alors, on a la volonté qu'il y ait une liste NFP, effectivement. Ensuite, que ce soit le candidat, qu'il soit écologiste ou issu du Parti socialiste ou de la France Insoumise, je pense que il y aura probablement négociation. Après, c'est important en tout cas qu'il y ait une liste NFP. Et puis qu'il y ait donc des insoumis sur cette liste. Et puis on verra au cours des négociations et à l'issue s'il y a accord. S'il y a accord entre les différents partis composant le Nouveau Populaire. S'il n'y a pas d'accord, on peut imaginer des candidatures séparées. C'est possible? Mais ça serait dommageable, je pense. En tout cas, la France Insoumise aura probablement une liste. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de candidats, enfin de liste insoumise à la municipalité de Grenoble. À partir du moment où, quand on regarde les résultats des dernières élections, la France Insoumise a fait quand même un bon score. Donc, je pense qu'on aurait intérêt à partir ensemble.
Alors, il y a un nom qui circule depuis quelques semaines pour mener cette campagne grenobloise à gauche. C'est Ruffin. Alors, pas François, mais Laurence, sa sœur, qui dirige une entreprise à Saint-Martin-d'Air, une entreprise coopérative, Alma, la voilà, Laurence Ruffin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je ne connais pas cette personne. Qu'est-ce que je peux en dire ? Rien. Après tout, je ne sais pas de quel côté elle est. Est-ce qu'elle est écologiste ? Est-ce qu'elle est... Elle s'est dite de gauche. Elle est la sœur de François Ruffin, donc on peut imaginer qu'elle a grandi dans un environnement un peu similaire à son frère. Vous savez, Emmanuel Macron se disait de gauche aussi, Gabriel Attal également, et Elisabeth Borne aussi. Donc, et même Olivier Véran. Donc, voilà, donc il y a gauche et gauche. Donc on verra. Non, pas de commentaires. Pas de commentaires. On discute de ce Ruffin bis qui sort à Grenoble au sein de la LFI ici en Isère ? Non. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Après, moi, en Isère, c'est grand. Je suis peut-être plutôt Grenoble. Et il faudrait peut-être poser la question à Éric Piolle. Voilà. On lui posera la question. On lui a déjà posé d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que lui-même sache qui il a envie de porter à sa place pour l'élection de 2026. Avant ça, on l'a dit, il y aura une élection importante quand même, qui va être un peu symbolique en janvier. Donc, c'est sur cette première circonscription de l'Isère. Je dis ça parce qu'on va être obligé, pour respecter le temps de parole, de mettre en pause le QG politique dans le format habituel, où je suis face à face pendant 1 heure avec un élu du territoire. C'est pour ça que je ne vais pas vous demander de poser une question au prochain invité, puisque je ne le connais pas encore. On reprendra le QG de façon classique au mois de janvier. On fera par contre un débat sur cette première circonscription avec l'ensemble des candidats qui vont rentrer en campagne prochainement. J'espère que Lies Loufoque fera le déplacement depuis Paris pour venir sur le plateau. Mais il sera sur place aussi, ne vous inquiétez pas. Bon, je ne m'inquiète pas. Alors on sera content de l'accueillir sur ce plateau pour débattre des enjeux de cette première circonscription de l'Isère. En tout cas, voilà. Ça me permet de signaler aux fidèles de cette émission qu'on fait une petite pause, que vous retrouverez quand même des rendez-vous politiques le vendredi et le week-end. On a d'autres formats à vous proposer d'ici là. Et puis ce débat qu'on espère mener mi-décembre avec, je pense, un enjeu assez important. Ce sera scruté au niveau national. Législatif partiel, il y a toujours des observateurs qui essayent d'en déduire des enseignements pour la suite. Merci en tout cas Sandrine Nosbé d'avoir participé à ce dernier QG politique de l'année 2024 sous cette forme. En tout cas, bonne continuation donc, pour votre nouvelle vie de députée. Et puis toutes nos émissions sont retrouvées sur le site télégrenoble.net, rubrique QG politique.